au début de chaque séance, un petit rappel ce qu'on a vu. On a dit que le bilan nous permet d'apprécier les équilibres financiers de l'entreprise à travers sa solvabilité, sa liquidité, son autonomie financière, et à la fin, donc, l'adéquation entre ressources et emplois. C'est bon? Et donc, le CPC donc, est le tableau de formation du résultat pour répondre à une analyse de la rentabilité. Donc on avait dit que le CPC répondait à la question comment le résultat net du bilan a été obtenu. Et puis bien évidemment on avait dit que on avait grosso modo le résultat d'exploitation, 83 le résultat financier, et les deux donnaient ce qu'on appelait le résultat courant avant impôt, qui est l'indicateur de la performance par excellence, étant donné que dans le niveau aval, c'est-à-dire après ces calculs, on avait dégagé un résultat non courant, qu'on avait éliminé puisqu'il est à la fois anormal et exceptionnel, et on est allé jusqu'au résultat net, et on avait éludé donc l'impôt sur les résultats, étant donné que c'est un phénomène exogène à l'entreprise, externe qui dépend de la politique des pouvoirs publics. Donc, ce qu'on peut modéliser et ce qu'on va retenir, c'est surtout le résultat d'exploitation et le résultat financier. Donc, par rapport à ce résultat financier, donc le plan comptable marocain réserve, bien évidemment, donc un état qui s'intitule le tableau de formation du résultat et qui répond aussi à la question comment le résultat d'exploitation a été obtenu. Autrement dit, on va revenir au niveau amont du résultat pour dégager certains marges et certains agrégats. C'est bon? Donc je vous rappelle les agrégats qu'on avait dégagés. Donc, et les soldes qu'on a calculés et qu'on appelle parfois les soldes intermédiaires de gestion. Donc, c'était tout d'abord la marge brute, indicateur par excellence des activités commerciales. Puis, on avait calculé la production, la consommation en provenance d'éthylène et on avait dégagé la valeur ajoutée. Puis, on a dit qu'on allait aussi calculer l'excédent brut ou l'insuffisance brute d'exploitation. Et finalement, on a le résultat d'exploitation. Donc le TFR, bien évidemment, à partir d'une analyse très simple, donc va nous montrer comment on est arrivé à ce résultat d'exploitation. Il s'agit bien évidemment d'une analyse d'exploitation. C'est une analyse, donc, des opérations économiques habituelles de l'entreprise, c'est-à-dire celles qui sont conformes à son objet social tel qu'il est consigné dans ses statuts. Donc, et pour on est arrivé à ce niveau, on avait dit que la valeur ajoutée est un indicateur donc, de création de richesse. Il nous permet, donc c'est un indicateur qui est très riche pour l'analyse financière, en général. Il permet dans quelle mesure l'entreprise crée-t-elle et répartit-elle donc la richesse. C'est bon. Et donc, on avait dit qu'au niveau macroéconomique, cette valeur ajoutée
la somme des valeurs ajoutées sectorielles constitue dans une économie ce qu'on appelle, s'il vous plaît, le PIB. C'est bon? Et on s'est arrêté la dernière fois quand on a dit que ce qui va venir après la valeur ajoutée va nous montrer comment on va la répartir. C'est-à-dire c'est l'approche partenariale de l'entreprise, comment les différents acteurs vont se partager la richesse créée par l'entreprise. On avait dit qu'on va suivre tout simplement donc la nomenclature des comptes. Je vous rappelle que ici, il s'agit d'une présentation horizontale. On a déjà dépassé le niveau 711 et 611 pour calculer la marge brute. Ça veut dire les ventes de marchandises et les achats revendus de marchandises pour calculer le premier solde qui est la marge brute. Deuxièmement, on avait calculé dans le 712, 713 et 714 en production. Si vous vous rappelez, on avait dit que c'est un agrégat hétérogène, puisqu'il comporte deux éléments, à savoir la production stockée et la production donc immobilisée qui sont exprimées ou valorisées au coût de production, et la production vendue qui est valorisée au prix de vente sur le marché. Et puis bien évidemment, on avait retranché à ce niveau remarquez, la symétrie, le 612, c'est-à-dire les achats consommés de matières et fournitures, le 613, 614, c'est-à-dire les prestations de services. Et donc on avait appelé ici P, si vous vous rappelez, la production, ici CI, consommation intermédiaire, ou CE, consommation provenance, donc de consommation externe, pour avoir ici ce qu'on appelle la valeur ajoutée. N'oublions pas que pour les entreprises qui ont une activité industrielle, mais aussi une activité commerciale, donc ils doivent calculer la valeur ajoutée comme étant la marge brute, plus la production, moins la consommation intermédiaire. Donc déjà au niveau de la qualification, on est arrivé au 714, 614. Donc ce qui va suivre par la suite va nous expliquer donc comment. Donc on va répartir la valeur ajoutée. Et pour vous dire aussi une idée qui est très importante, c'est que la nomenclature des comptes, la codification qu'on donne ici, donc au poste d'analyse, c'est pour mener une analyse plus profonde. Ça veut dire qu'il n'est pas fortuite. C'est bon? Donc bien évidemment, après, on a le 616, c'est-à-dire les impôts et les taxes. C'est bon? Donc, moi je vais tout d'abord parler de l'acteur ici, et puis je vais parler de sa rétribution. Donc, on a ici, disons, les impôts et les taxes. Là, je vais mettre à l'intérieur du cercle les acteurs. Donc, disons, les collectivités locales. Donc, les collectivités locales, et ils vont avoir ce qu'on appelle les impôts et les taxes. C'est bon? Par la suite, on a le personnel. Donc, et qui va être payé par le salaire. Bien évidemment, les charges de personnel, qui comportent, je vous le rappelle, et le salaire brut, le compte 6171, et les charges patronales sur les cotisations. Bien évidemment, qu'est-ce qui va suivre après? Donc, on aura le 618. Donc, dans les 618, on a les dirigeants sociaux. Qui vont prélever des jetons de présence. Je vous rappelle que les jetons de présence sont des rémunérations forfaitaires accordées aux dirigeants sociaux, c'est-à-dire aux membres des instances dirigeantes
dans la SA, qui peut être soit le conseil d'administration ou le directoire et le conseil de surveillance. Puis par la suite, ça va nous renseigner sur donc, la qualité de la gestion du portefeuille client, donc, les pertes sur créances et recouvrables, donc portefeuille client, risque client, donc pertes sur créances et recouvrables. Ça va nous donner une idée sur la politique de croissance aussi d'entreprise, parce qu'on a un compte qui s'appelle pertes sur opération en commun. Si l'entreprise, par exemple, participe ou a des participations dans des GIE, c'est-à-dire dans des groupements d'intérêt économique. Par la suite, on passe à 619. Donc, 619, c'est les dotations aux amortissements. Donc, qui vont rémunérer, bien évidemment, le matériel de production. Vous avez les risques en général, c'est les dotations aux provisions. Le risque en général. Ici, c'est le risque particulier des clients. Donc ici, le risque en général. Donc c'est les dotations aux provisions. Donc, ainsi, on va terminer, s'il vous plaît, ici, donc, le calcul du résultat d'exploitation. Qu'est-ce qui vient après? Bien évidemment, on a ici les prêteurs qui vont prélever des charges d'intérêt. Donc, on a aussi remarqué le pouvoir central. Et donc, il va prélever l'impôt sur le résultat. Finalement, on a les actionnaires, quand il y a un résultat, qui vont prélever, bien évidemment, des dividendes. Et à la fin, vous avez l'entreprise elle-même, disons maintenant la croissance, et qui va être financée par les réserves. Parce que je vous rappelle que si le résultat est positif, donc ça veut dire que quand on dégage un résultat net positif, un bénéfice net, après avoir payé le résultat net, ces affectations, c'est... Donc il a deux rôles. Il va rémunérer les actionnaires, c'est bon, et il va, s'il vous plaît, financer la croissance. Il va financer la croissance, pourquoi? Parce que n'oubliez pas que les dotations aux amortissements ont déjà, s'il vous plaît, rémunéré l'investissement de remplacement. Donc parce que, je vous rappelle que l'amortissement présente 4 rôles. C'est bon? Ils ont tout d'abord un rôle comptable, car elles permettent donc d'étaler une dépense d'investissement sur sa durée de vie. Ils ont par la suite un rôle économique, parce que les dotations aux amortissements vont venir donc à l'actif en déduction des immobilisations concernées, et donc l'immobilisation concernée va apparaître avec sa valeur nette comptable, c'est-à-dire avec sa valeur réelle. Donc le deuxième rôle, qui est le rôle économique, c'est mettre en évidence l'obsolescence, l'usure, donc la vétusté du bien. Et donc ils ont aussi un rôle fiscal, étant donné que les amortissements sont des charges déductibles fiscalement, ils permettent donc d'abattre la matière imposable, de réaliser une économie d'impôts et de payer moins d'impôts, mais surtout, le vrai rôle sur le plan financier, c'est qu'ils permettent, s'il vous plaît, de financer l'investissement. Pourquoi? Parce que
ces charges-là, les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions, sont des charges qu'on appelle en finance des charges calculées, c'est-à-dire que ce sont des charges qui ne vont pas être décaissées. Donc le surplus monétaire ainsi dégagé, il va rester donc à l'intérieur de l'entreprise, il va donc permettre donc de financer l'investissement de remplacement. Ainsi, si j'ai une voiture qui a été acquise à 300 000 liras et que j'ai amorti sur 5 ans, donc 60 000 par année, logiquement, le flux monétaire que j'ai dégagé à la fin de la 5e année, donc, va me permettre de récupérer les 300 000 et d'acheter donc une voiture donc, de niveau technologique comparable. Bien évidemment, c'est un principe qui est un petit peu contestable, mais n'oubliez pas que comptablement, on retient un principe qui s'appelle donc le coût historique, et que appelé aussi le nominalisme monétaire. Et donc c'est un principe qui admet que donc l'unité de mesure qui est la monnaie est une unité stable dans le temps. Autrement dit, c'est un principe qui ne prend pas en considération, bien évidemment, donc l'inflation. L'inflation qui est la hausse généralisée et continue du niveau du prix. Ce principe qui est fortement contestable est retenu par la totalité des législations au niveau mondial. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, parmi lesquelles on peut citer tout d'abord que la comptabilité générale, appelée aussi comptabilité financière, il ne faut jamais l'oublier, c'est une comptabilité, c'est un juridique, c'est-à-dire c'est surtout un moyen de preuve. Et donc on doit laisser la trace donc, des opérations qu'on a réalisées. C'est bon? Donc, deuxième élément, la plupart des tentatives qui ont essayé donc de mettre en évidence l'impact de l'inflation sur les comptes sociaux, ils donc, ont échoué. Ici au Maroc, je vous rappelle que la loi sur l'IS avait prévu donc une réévaluation des bilans lorsque la valeur nette comptable des bilans, c'est-à-dire son actif net comptable, ne donne plus la valeur patrimoniale de l'entreprise, mais donc on avait dit au début dans la loi 4, donc au niveau de l'IS, que ce principe va être réglementé par la suite, mais par la suite, donc on ne l'a pas donc, appliqué pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il pose des problèmes en matière d'investissement, en matière, si vous voulez, d'évaluation des amortissements et en matière de calcul de plus-value en cas de cession. Donc si on reste ici, on le verra par la suite, donc on peut faire plusieurs analyses, notamment, comme je l'ai dit la dernière fois, je vous le rappelle ici, je peux calculer le taux de transformation de l'entreprise, qui est sa valeur ajoutée sur sa production, pour savoir est-ce que donc l'entreprise est intégrée, donc est-ce qu'il est extraverti, quelle est la part qu'il concentre de l'intérieur ou de l'extérieur. On peut aussi diviser les dividendes par la production. On peut, pour apprécier la politique de rémunération des salariés, diviser les charges de personnel sur la production. C'est bon? Et donc, on peut faire plusieurs analyses qu'on aura l'occasion de développer quand on traitera l'analyse par les ratios. Donc, ce qui va venir après, donc, on va passer du calcul de la valeur ajoutée au calcul de l'excédent brut d'exploitation. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la logique de calcul par cascade. Ça veut dire qu'on va descendre niveau par niveau. C'est bon? Il y a longtemps, donc dans les deux dernières séances, je vous ai fait un tableau dans lequel j'ai présenté aussi les intitulés des postes. Aujourd'hui, je vais présenter uniquement les numéros de postes. Donc remarquez, si vous vous rappelez très bien, on avait dit que le plan comptable marocain va présenter donc une conception des états de synthèse
qui est axé sur 4 éléments. Un, c'est le flashback, c'est-à-dire le retour en arrière. 2, c'est le passage d'une analyse macroscopique globale vers une analyse plus détaillée microscopique. Troisièmement, c'est de passer de l'analyse statique donc à l'analyse dynamique, c'est-à-dire de l'analyse par situation à l'analyse par les flux. Et quatrièmement, de l'analyse donc verticale à l'analyse horizontale. Donc ainsi, à ce niveau, qu'est-ce qu'on calcule? Remarquez, à ce niveau, on va calculer la marge brute. Là, on a déjà calculé la marge brute. Donc remarquez, je suis en train de décomposer le 81. Donc, quelle est la rubrique 81? C'est la somme des produits d'exploitation, moins la somme des charges d'exploitation. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détaillé le 71, la rubrique produits d'exploitation, on pose 711, 712, 713, 714, 716, 718, je m'excuse, 716, ici 718, ici 719, ici 611, ici 612, 613, 614, ici 616 et 617, ici 618 et 619. Remarquez tout d'abord, s'il vous plaît, la symétrie des comptes. C'est bon? Ici, on a utilisé le code 1 en troisième position. Ici, le 2, le 3 et le 4. Ici, le 6 et le 7. Et finalement, le 8 et le 9. Donc, déjà, vente de marchandises, moi, achat vendu de marchandises, j'ai mon premier solde qui est la marge brute. Je calcule ici deux agrégats, à savoir la production et la consommation intermédiaire. Et toujours la même logique, je reprends le solde ici que j'ai calculé. C'est un calcul en cascade. J'ajoute les produits de la ligne et je retranche les charges de la ligne. Donc ici, quand je fais marge brute plus production moins consommation intermédiaire, on est arrivé à la valeur ajoutée. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter les subventions d'exploitation, retrancher les impôts et les taxes et les charges de personnel pour obtenir, s'il vous plaît, l'excédent brut d'exploitation. Quel est l'intérêt de cette analyse? Les premiers acteurs qui doivent être rémunérés sont tout d'abord les collectivités locales. Et je vous rappelle qu'ici, pour nous, c'est zéro. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez très bien, la subvention d'exploitation a été virée avec le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes, soit de marchandises, soit de produits finis, et les impôts et les taxes étaient virés avec les autres charges externes. Pourquoi? On avait dit que c'est une analyse donc libérale qui essaie d'éliminer, donc pas d'éliminer, donc essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe si les pouvoirs publics n'interviennent pas. Donc le premier acteur qui doit prélever donc, de la richesse, c'est le personnel, charge de personnel. Et donc, que représente le BE? Donc remarquez, le BE, et là je peux prolonger pour bien comprendre l'intérêt du BE. J'ai ici le poste 631, charge d'intérêt. J'ai par la suite ici le 670, c'est-à-dire l'impôt sur les résultats. S'il y a un résultat, il y a donc les dividendes et il y a donc ici les réserves. C'est bon? Et donc, chaque niveau ici nous indique sur une politique de l'entreprise. Très bien. Donc, le BE est un indicateur donc,
de performance économique, c'est le premier indicateur de performance économique qui ne dépend ni de la politique, remarquez, d'investissement, parce qu'il n'est pas impacté par les dotations aux amortissements, il n'est pas impacté par la politique de rémunération des dirigeants, jetons de présence, il n'est pas impacté aussi ici par donc la perte sur opération faite en commun, c'est-à-dire la politique de croissance de l'entreprise. Il n'est pas impacté par le compte perte sur créance et recouvrable, c'est-à-dire la qualité de la gestion des ressources humaines. Ici, elle n'est pas impactée aussi par la politique financière, c'est-à-dire les charges d'intérêt, ni par la politique fiscale de l'État, ni par la politique de rémunération des actionnaires. Donc, c'est le premier niveau donc, de la performance économique. Rappelons que lorsque ce solde est négatif, elle est appelée IBR. C'est bon? Donc remarquez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer le VE et je vais vous expliquer que, donc remarquez, donc voilà notre VE. Il est calculé à ce niveau. Et donc, remarquez, on n'a pas encore retranché, qu'est-ce qu'on avait dit? Dans le post 618, on a dit la politique de gestion du portefeuille client. Parce que je vous rappelle que lorsque cette qualité est mauvaise, donc le compte perte sur créance au recouvrable va augmenter. Et donc pour mesurer donc, la qualité de cette politique, on peut calculer le ratio perte sur créance et recouvrable sur chiffre d'affaires. C'est bon? Politique de rémunération de dirigeants sociaux c'est bon? Politique d'investissement politique de gestion de risque, le risk management. Moi, je continue. Ici, c'est un sous-tableau. Donc, la politique financière aussi. Donc, après la politique financière, vous avez donc la rémunération la politique de rémunération des actions. Et donc, si bien évidemment le BE ne dépend pas de cette politique, on peut poser une question très simple. Donc, c'est que le BE, il va dépendre de quoi? Étant donné que, donc, si on admet que les performances de l'entreprise reflètent donc à la fois la qualité de ses politiques, de ses stratégies, qui constituent sa politique générale, et aussi son existence dans un secteur déterminé ou dans une économie déterminée, on peut dire que le BE est un indicateur de performance économique sectorielle par excellence. Ça veut dire qu'il dépend beaucoup plus des caractéristiques sectorielles que des politiques propres à l'entreprise. C'est bon? Maintenant, donc, cet EBE, comment on va par la suite apprécier l'impact de ces politiques sur
sur la rentabilité, c'est lors du passage, ici le résultat d'exploitation, lors du passage de l'EBE vers le résultat d'exploitation, on a deux politiques, l'impact de deux politiques différentes. Exemple, je peux donner un exemple très simple. Si on est dans le secteur de l'enseignement, donc les caractéristiques du secteur sont bien évidemment très connues, mais la qualité de son management va apparaître dans le passage de l'EBE vers le résultat d'exploitation. C'est bon? Donc ainsi, on a terminé la présentation du tableau de formation du résultat. Et à ce niveau, je veux m'arrêter pour vous rappeler l'utilisation de ces éléments. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé le bilan, on a analysé le CPC, mais on a analysé uniquement une partie de l'ESG qui s'appelle le TF. C'est bon? Et je vous rappelle qu'ici, à ce niveau, on avait dit que, donc ici, ça nous donne une analyse de la situation patrimoniale. Et ici, tous les deux, ça nous donne une analyse des résultats. Rappelons aussi ce qu'on a fait par rapport aux deux éléments. Ici, on est passé d'un bilan fonctionnel à un bilan financier, appelé bilan liquidité, exigibilité. On a opéré deux types de retraitement. Certains parlent de retraitement et de reclassement. Donc, on a corrigé la valeur de certains actifs pour abandonner le principe du coût historique et on les a valorisés avec leur valeur actuelle ou valeur liquidative. On a par la suite, bien évidemment, retraité les postes d'actifs en fonction de leur liquidité et les postes du passif en fonction de leur exigibilité. C'est bon? Et comme ça, on a dégagé, si vous vous rappelez, remarquez, on a dégagé trois éléments. Donc on a dégagé le fonds de roulement, le BFL et la trésorerie nette. Ici, à ce niveau, avant de commencer le calcul de ce tableau de formation de résultats, et je vous rappelle à ce niveau que ici, là aussi, on va avoir deux CPC et deux TFR. On va avoir le CPC et le TFR comptable, c'est-à-dire présenté comme le bilan dans le document officiel de l'entreprise, et le CPC et le TFR corrigé. Toutefois, je vous rappelle une chose qui est très importante, laquelle c'est que dans tous ces éléments, il s'agit d'une analyse extra-comptable. Qu'est-ce qu'on veut dire par une analyse extra-comptable? Ça veut dire qu'on ne va pas revenir à la comptabilité de l'entreprise et notamment à son livre journal pour faire des corrections. Nous, on va faire cette analyse indépendamment des livres journaux. C'est bon? Donc, on a le bilan, le CPC et le TFR. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va donc analyser ici? On va analyser donc la rentabilité. Donc, s'il vous plaît, faites attention, c'est très important. Donc, un bilan, c'est quoi? On a ici des actifs, on a ici des éléments du passé. C'est bon? Donc ici, on a des emplois actuels de l'entreprise. C'est bon? Ici, on a des ressources
qui sont déjà utilisées et qu'on peut appeler ressources historiques. Et donc, face au bilan, il y a bien évidemment un CPC, un compte de produits et de charges. Donc, dans ce compte de produits et de charges, j'ai ici donc les charges et ici les produits. Je vous rappelle pourquoi cette présentation. Les comptes d'actifs étant généralement débiteurs, donc on les présente à gauche. Les comptes de passifs sont généralement donc créditeurs, donc on les présente à droite. Les comptes de charge sont généralement donc débiteurs, on les présente à gauche. Et les comptes de produits sont des comptes productifs, donc créditeurs, on le présente donc à droite. Très bien. Donc remarquez la correspondance entre ces deux éléments. Les emplois actuels, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Ils vont nous donner des produits. Donc c'est la fonction allocation optimale des ressources. Donc en fait, que va faire l'entreprise? Il va lever des capitaux, remarquez, des capitaux propres et des dettes de financement sur le marché financier. Il va les convertir en, qu'est-ce qu'on veut dire par, s'il vous plaît, les emplois actuels? On peut dire que c'est l'actif économique. Cet actif économique, qu'est-ce qu'il aura en retour? Il aura des produits. C'est bon? Maintenant, notre passif, les capitaux qu'on va prélever, ils doivent être rémunérés. Et donc, grosso modo, l'entreprise ne peut créer la richesse que si le taux de rentabilité de ses actifs, remarquez, produit par rapport à l'actif, dépasse le coût des ressources qu'il a prélevées. Donc ainsi, on va aboutir à un concept qui s'appelle l'EVA, la valeur ajoutée économique, et qui est égale à quoi? Qui est égale à la rentabilité économique moins le coût moyen pondéré du capital. Donc ça, c'est une analyse très poussée. Donc, je prends n'importe quel exemple. Si je calcule donc des ressources historiques, si je calcule par exemple un coût moyen pondéré du capital qui est égal à 15%, je ne peux créer de la richesse que si la rentabilité des actifs est supérieure à 15%. C'est bon? Donc remarquez, chaque actif, un actif économique, nous donne des produits et chaque ressource utilisée nous donne des charges. C'est bon? Et maintenant, je vais vous présenter, s'il vous plaît, la rentabilité économique et puis la rentabilité financière. Tout d'abord, j'aimerais vous préciser une chose qui est très importante. On va toujours mesurer la rentabilité ou la performance dans un environnement équilibré. Pourquoi? Parce que parfois, les déséquilibres de l'entreprise peuvent nous induire en erreur. Donc, peuvent créer une distorsion au niveau de l'analyse des résultats. Donc, il faut revenir à la norme, puis on va calculer selon l'équilibre. Donc, c'est ça ce qu'on appelle, s'il vous plaît, la performance équilibrée. Donc, quelle est la règle d'or en matière d'équilibre? Le bilan. Donc, au bilan, pour être équilibré à 100%, la règle d'or veut que le fonds de roulement soit sensiblement égal au BFR pour dégager une trésorerie nette très proche de zéro. Autrement dit, il faut que les ressources stables, remarquez,
Je vous rappelle que l'égalité ici entre les surfaces n'est pas une égalité de valeur. C'est une correspondance uniquement des durées. Ça veut dire quoi les durées? Ça veut dire ici une exigibilité supérieure à 12 mois, une exigibilité inférieure ou égale à 12 mois, une exigibilité de loin inférieure à ces éléments. Et qu'ici on a une liquidité supérieure à 12 mois, une liquidité inférieure ou égale à 12 mois, et puis une liquidité de loin inférieure à 3 mois. Très bien. Donc remarquez, qu'est-ce qu'on veut dire par fonds de roulement est égal au BFR? Ça veut dire déjà que les capitaux propres et les dettes de financement sont supérieurs aux valeurs immobilières. Autrement dit, dans le haut de bilan, le cycle investissement-financement, il faut que les ressources stables financent les emplois stables et dégagent un excédent appelé fonds de roulement. Quel est le rôle de ce fonds de roulement? Ici, on a les valeurs d'exploitation et les valeurs réalisables. Ici, on a les dettes à court terme. Et donc ici, on dégage un fonds de roulement net qui doit être positif. Ici, donc c'est le cycle d'exploitation. Or, c'est quoi l'exploitation? C'est l'ensemble des opérations, à court terme généralement, qui permettent à une entreprise de transformer la monnaie en monnaie. Bien évidemment, on aura ici un besoin de fonds de roulement. C'est bon. J'ai mis les exigibilités déjà expliquées. Donc, il faut que notre fonds de roulement finance la totalité de notre BFR. Ce qui va nous permettre d'avoir une trésorerie nette très proche de zéro. Très bien. Donc ici, on a les valeurs quasi disponibles et les valeurs disponibles. Et ici, on a les concours bancaires de trésorerie. Et donc, remarquez, à l'équilibre parfait, la trésorerie doit être nulle. Pourquoi? Parce que si vous avez, et si la trésorerie doit être nulle, ça veut dire qu'on doit éliminer cette composante et celle-ci. Il ne doit y avoir ni trésorerie passive, ni trésorerie active. Certains auteurs parlent d'une trésorerie tampon. Ça veut dire quoi une trésorerie tampon? Un minimum de trésorerie qui permettra à l'entreprise de fonctionner. Je vous rappelle qu'on peut assimiler à ce niveau l'entreprise à une machine, exactement une voiture, et qu'on peut assimiler la monnaie au lubrifiant. Donc, quel est le rôle des lubrifiants dans la voiture? Ils vont permettre, s'il vous plaît, donc, de lubrifier les engrenages pour ne pas bloquer, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas un coulage de la voiture. Mais je vous rappelle, s'il vous plaît, que cet ingrédient, cette substance, qui sont les huiles et les graisses, on doit les récupérer. Ce n'est pas, s'il vous plaît, comme le carburant. Le carburant est consommé, il va disparaître au sein du processus. Donc, par contre, les huiles vont rester jusqu'à la fin. C'est bon? Bien évidemment, ici, il ne s'agit pas, lorsqu'une voiture marche très bien, on récupère exactement le même volume, la même quantité donc, de carburant qu'on a injecté, mais dans une entreprise, lorsqu'elle marche très bien, nous devons récupérer plus d'argent pour, bien évidemment, rémunérer les différentes parties prenantes. Donc, ici, lorsque la trésorerie nette est largement positive, on va supporter un manque à gagner, un coût d'opportunité lié au non-placement des excédents de trésorerie. Et ici, si la trésorerie nette est largement donc, négative, il y aura un surcoût de financement. Et on risque d'avoir ce qu'on appelle une
asphyxie financière. C'est bon? Et donc, remarquez, l'équilibre parfait, il n'y a pas de trésorerie. Donc, je peux abandonner cette trésorerie. Remarquez, voilà donc notre bilan économique. Maintenant, c'est un bilan équilibré. Si je retranche le même montant de la droite et de la gauche, je vais garder mon équilibre. Et donc, remarquez, je vais utiliser le bleu, moins les dettes à court terme, moins les dettes à court terme. Donc, je retranche le même montant ici, ici. Ce n'est pas par hasard, mais c'est pour dégager une notion. Ici, on a valeur d'exploitation plus valeur réalisable, c'est-à-dire l'actif circulant moins le passif circulant. Donc, qu'est-ce qu'on a donc dans le bilan à l'équilibre? Donc, dans le bilan équilibré, on aura ici donc VI, les valeurs immobilisées, plus, remarquez, le BFN. Valeur d'exploitation, plus valeur réalisable, moins les dettes à court terme. Les dettes à court terme, moins les dettes à court terme, ils vont s'annuler. Et on aura ici des capitaux propres et des dettes financières. Ainsi, qu'est-ce qu'on aura ici? Remarquez, notre actif économique et ici, nos ressources de financement. Autrement dit, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on constate? L'entreprise, donc, est un agent qui va prélever, qui va lever, je m'excuse, sur le marché financier des instruments de capitaux, les capitaux propres, des instruments de dette. Les capitaux propres, il doit les rémunérer par les dividendes. Les dettes, il doit les rémunérer par les intérêts pour les placer où? Dans un actif économique, dans, s'il vous plaît, un cycle à long terme, valeur immobilisée et BFR. Bien évidemment, comment on va calculer maintenant la rentabilité économique? C'est la rentabilité de ces deux éléments. Donc, remarquez, la rentabilité économique, c'est le résultat économique sur l'actif économique. Je vous rappelle que VI plus BFR, c'est CP plus DF. Mais que moi, je vais utiliser les ressources. Pourquoi? Parce que la rentabilité, donc en elle-même, n'est appréciée que par rapport aux moyens engagés pour la réaliser. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura le résultat d'exploitation plus les produits financiers divisé par les capitaux propres plus les dettes de financement. C'est bon? La question qui se pose, pourquoi on n'a pas pris en considération les charges financières pour aller vers le résultat courant avant impôt, étant donné qu'on est au niveau de la rentabilité économique ne doit pas être impactée par la politique de financement. Et par politique de financement, on entend le dosage ou le mixage entre les dettes et les capitaux. Donc, si on prélève les intérêts ici, cette rentabilité sera impactée par la politique de financement. Or, nous, on veut prendre uniquement la rentabilité économique. On peut aussi poser la question suivante. Puisqu'on a éliminé les produits, les charges financières, pourquoi on a gardé les produits financiers? Je vous l'explique, c'est très simple. À ce niveau, qu'est-ce qu'on a dans les valeurs immobilisées? On a trois catégories d'immobilisation. Les immobilisations incorporelles,
brevet, marque, fonds commercial, tout ça. On a des IMO corporels et on a des IMO financiers. Et donc, une entreprise va faire donc un investissement à l'intérieur, dans un circuit économique, et lorsqu'elle veut réaliser de la croissance externe, elle va investir dans d'autres entreprises. Et donc, attention, ici on n'a pas dit résultat d'exploitation, résultat économique. En quoi consiste l'activité économique de l'entreprise? À son résultat d'exploitation, pour lequel on a engagé les IMO incorporels et les IMO corporels, et à sa croissance externe, pour laquelle on a dégagé les valeurs immobilisées. Donc, maintenant, ce ratio, je peux donc le développer autrement. Remarquez, si je divise ce ratio par le chiffre d'affaires, je multiplie par le chiffre d'affaires et je divise par le chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le résultat d'exploitation plus les produits financiers sur le chiffre d'affaires hors taxe que je multiplie par chiffre d'affaires hors taxe divisé par CP plus DF. Maintenant, le ratio de la rentabilité économique devient plus clair. Qu'est-ce qu'on a ici? Des résultats par rapport au chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle le taux de marge bénéficiaire. Attention à ne pas le confondre avec le taux de marge commercial. Donc le taux de marge bénéficiaire rapporte le résultat d'exploitation et les produits financiers au chiffre d'affaires. Ici, bien évidemment, comment l'entreprise donc se permet de récupérer les capitaux investis, capitaux propres. Il va les récupérer grâce à son chiffre d'affaires. Donc, le cycle consiste à, si on est dans le process industriel, matière première, en cours, produit semi-fini, produit fini, vente, c'est-à-dire chez le client, et puis encaissement. Et donc, que fait, dans ce cas, l'argent dans le circuit économique? Il fait une rotation. Donc, il y a une rotation du capital. Donc, ici, c'est le taux de marge bénéficiaire fois la rotation du capital. On aura l'occasion d'expliquer ça donc plus en détail pour donner des exemples, mais grosso modo, donc on admet que si la rentabilité, si la rotation du capital est réduite, on peut se permettre un taux de marge qui est faible. C'est le cas par exemple du commerce. Par contre, si la rotation du capital est lente, donc durée très lente, le taux de marge doit être élevé pour la compenser. Donc ainsi, cette séance touche à sa fin. Donc, on aura un rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc d'ici là, je vous souhaite donc je vous présente mes voeux à l'occasion de l'Eid al-Qadr et de l'Eid al-Fitr. Et donc, à vous et à vos familles. Et donc, merci, à la prochaine.